Merci, la maladie. Oh, ça va être bon. J'arrête la maladie. Donc, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente de me présenter avec vous aujourd'hui. Les présentations auxquelles j'ai assisté étaient super intéressantes. Puis, je pense qu'il y a des choses qui vont revenir aussi dans ma présentation. Donc, aujourd'hui, je vous présente les résultats de mon premier axe d'analyse de thèse sur les affordances des plateformes et l'attentivité des acteurs. Ma thèse porte sur l'usage militant des relations publiques sur les médias sociaux dans un objectif de reconnaissance et je fais une étude de cas sur les mobilisations des demandeurs d'asile travailleurs essentiels pendant la pandémie, donc ceux que le gouvernement appelait les anges gardes. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer d'abord sur deux petits aspects théoriques juste pour vous mettre en contexte de mon approche et pour bien interpréter les résultats ensuite. Donc, petite mise en contexte rapide. Je pense que tout le monde le sait là, maintenant que les médias sociaux sont de plus en plus des lieux incontournables dans les processus de contestation. Puis dans ce contexte-là, où les groupes sociaux souhaitent affirmer une puissance d'agir citoyenne, on remarque que l'usage des plateformes est aussi marqué par cette ambivalence entre possibilités pour les groupes qui l'investissent largement et les contraintes et les critiques qui leur sont adressées d'autre part. Les résultats que je présente aujourd'hui mettent de l'avant cette tension-là en interrogeant les relations complexes et ambivalentes des technologies de communication avec les rapports de pouvoir et de l'agentivité des groupes sociaux. Plus largement, juste pour vous dire ma question de recherche pour ma thèse, c'est de quelle façon les groupes étudiés font-ils un usage militant des techniques de harceler sur les médias sociaux et dans quelle mesure cet usage permet-il de faciliter l'expression des voix minoritaires et de favoriser les conditions de leur reconnaissance. Pour envisager les usages des RP dans une posture militante, j'inscris ma thèse dans le courant des approches critiques en relations publiques. Plus largement, en communication, les approches critiques se penchent sur qui a ou n'a pas l'opportunité de participer aux espaces de dialogue qui se veulent démocratiques, qu'un examen critique des relations publiques a tendance à mettre l'accent sur la manière dont la pratique des relations publiques maintient un certain groupe, certains individus, plus fluidement sur ceux qui ont moins d'opportunités, de compétences ou de ressources pour se faire entendre. L'approche critique, en fait, ça permet de rendre compte de la complexité et de la multiplicité des environnements dans lesquels les RP peuvent prendre forme, notamment dans un objectif de changement social. Les résultats que je vous présente aujourd'hui, eux, sont appréhendés à travers le principe de la sociologie des usages. Ça se fonde sur un principe de double médiation où on s'attarde aux entrelacements entre la technique et le social dans l'usage de technologies de communication. Donc, les fonctionnalités qui sont associées aux diverses plateformes sont aussi traversées par des logiques propres à un contexte économique et social qui est favorable à leur développement et dans lequel leurs affordances prennent un sens. La notion d'affordance, pour ceux qui seraient moins familiers avec ça, au sens large, c'est ce qu'un objet permet pas avec son environnement de manière technique par son design, son architecture, mais aussi un objet offre des différentes perceptions de son usage. Donc, l'usage qu'on peut faire d'un objet n'est pas figé par son usage qui est prévu ou prescrit. Un bon exemple de ça, c'est les bébés. Comment les bébés peuvent faire des choses avec... par exemple, on va prendre un cache-couche et mettre des objets dedans comme si c'était un sac, mais c'est un cache-couche. Pensez aux bébés. Pour analyser l'usage militant des RP sur les médias sociaux, il faut tenir compte des possibilités, des contraintes d'usage des plateformes dans la manière dont ça oriente l'expression des droits des organisations que j'ai étudiées. J'y vais rapido sur la méthode, puis au pire, j'y reviendrai par la suite, mais comme je vous disais, je fais une étude de cas avec 7 organisations qui ont milité pour la régularisation des statuts des demandeurs d'asile et travailleurs essentiels de mai à août 2020. Donc, c'est une méthodologie qui est qualitative, d'inspiration ethnographique, qui ont des méthodes en ligne et hors ligne. J'ai utilisé 3 méthodes, soit l'observation en ligne par le biais de la collecte rétrospective des publications sur les médias sociaux, des entrevues qu'on appelle sur place et des entrevues semi-filtrées. Et j'arrive au résultat. Donc, mon axe qui s'appelle Affordance des plateformes, Affordance avec un S d'habitude.
C'est dans le fond d'appréhender les interactions entre l'environnement social et le dispositif technologique dans la formation des usages, notamment en examinant ce que les plateformes, par leurs affordances, permettent et ce qu'elles limitent pour les groupes étudiants. Donc, dans un premier temps, je me suis surtout attardée au contexte d'usage. Donc, on en a parlé là, dans d'autres présentations, mais la pandémie, ça a changé bien des choses pour bien des gens. Puis, j'ai appris ça, l'injonction de la pandémie, s'adapter aux outils numériques, parce qu'évidemment, c'est un contexte particulier où s'est opéré un virage numérique dans plusieurs sphères de la société. C'est dans ce contexte particulier-là que se sont formés les usages des groupes que j'ai pu observer. Il y a même des groupes à l'étude qui sont nés pendant cette période-là. Puis en raison du confinement, c'est une période pendant laquelle les diffusions en direct, par exemple, étaient particulièrement populaires pour les nouveaux espaces de visibilité pour les revendications. Puis c'est aussi venu combler un besoin en information. Je vous laisse les citations à l'écran. Moi, je ne vais pas les lire, mais je vous laisse libre de les lire. Aussi, les organisations ont dû s'adapter à ce nouvel environnement numérique-là, apprendre à communiquer avec les différents publics, soit le public en général, les médias, leurs membres, leur propre clientèle, dans l'urgence. Ça a amené une certaine prise de conscience chez les organisations que les choses vont vite, qu'elles avaient peu de ressources en communication, puis pas beaucoup de connaissances non plus. Ce regard rétrospectif-là fait en sorte que les participants à l'étude ont eu tendance à comparer ce qu'ils faisaient avant avec ce qu'ils font maintenant, puis de tirer des leçons de cette période-là. Ça a donné lieu à des réflexions qui étaient quand même intéressantes. Donc, c'est autour de ce contexte-là que se forment les usages des organisations, leur manière de faire qui deviennent des récurrences. On voit des usages qui reviennent, des manières de faire qui reviennent, qui sont des routines, mais aussi, dans certains cas, des rituels. Au début, je voyais un peu tout comme dans les routines, mais finalement, quand on pense à la dimension symbolique et identitaire que certains usages prennent, ça relève plus des fois du rituel. Par exemple, les diffusions en direct pouvaient informer, mobiliser puis vulgariser des enjeux qui rassemblaient des milliers de personnes en même temps. Il y a un participant, lui, me disait qu'il recevait tellement d'appels de demandeurs d'asile qu'il disait, mais je ne pourrais jamais répondre à tout le monde. Fait que ce qu'il a fait, c'est que sur sa page Facebook, il disait, bon, mais à telle heure, je vais faire un live sur tel enjeu partagé. Puis c'est de cette façon-là qu'il en a fait plusieurs dans la période étudiée, presque au moins un par semaine. Même si un live, traditionnellement, ça n'a pas l'air d'un rituel, mais ça devient des rendez-vous pour les militants et la communauté, puis c'est là où ça devient un usage qui est ritualisé. La routine, elle, on l'observe plus, par exemple, dans le partage systématique d'articles de presse sur les demandeurs d'asile, travailleurs institutionnels. Donc, ces manières de faire-là sont encadrées, guidées par les affordances, les logiques des plateformes, à travers lesquelles les organisations négocient leurs pratiques de diverses manières. C'est ce qui m'amène au contexte socio-technique. D'abord, le contexte socio-technique, on peut le voir à travers l'appropriation des plateformes. En fait, ça témoigne de la capacité des acteurs à s'approprier les affordances pour les intégrer au registre d'usage existant, au cadre de valeurs d'interprétation qui est propre à leur contexte militant. C'est aussi de contourner les usages qui sont prescrits par les plateformes. L'exemple que je donne ici, c'est l'appropriation des plateformes par le biais de l'archivage et de la documentation du mouvement, où là, on s'approprie les plateformes pour en faire des espaces de conservation des mobilisations. Donc, par exemple, on pouvait documenter à l'aide du tag, l'outil d'identification. Donc, les groupes viennent identifier des acteurs politiques pour les lier à un enjeu. L'objectif de ça, c'est de revenir quelques temps plus tard puis de dire, voici, cette personne-là avait ce dossier-là d'attitré puis elle n'a rien fait. Ça permet aussi de remédier à des enjeux de visibilité dans la diffusion de témoignages vidéo écrits ou par les lives aux manifestations. Donc, ça produit des archives qui n'existent pas nécessairement de manière institutionnelle ou médiatique. Puis ces archives-là donnent la parole à l'expérience subjective des militants. De cette façon-là, les traces numériques participent à historiciser les actions et les émotions collectives.
Dans les entrevues, les participants ont toutefois pas relevé que l'archivage des contenus, ça ne fait pas en sorte qu'ils maîtrisent la conservation des contenus. Donc, il y a une conception un peu normalisée des plateformes où l'infrastructure est un petit peu prise pour acquis parce que les données qui sont produites, qui circulent sur les médias sociaux, leur appartiennent. Les usagers peuvent juste utiliser les médias sociaux dans si longtemps que les propriétaires des plateformes le permettent ou que ces fonctionnalités-là répondent à leur modèle d'affaires. Dans un deuxième temps, on a aussi l'optimisation des contenus. Là, c'est les organisations qui vont adapter leur manière de faire pour que ça corresponde à ce qui est valorisé par les algorithmes des plateformes pour avoir de la visibilité et de l'engagement. Si je prends l'exemple de la pratique d'ajustement, il y a une organisation qui a fait 2 fois la même publication dans une journée. Première fois, on publie un lien pour signer une pétition, seulement le lien. On récolte une interaction, un partage. Deuxième fois, on ajoute un message qui invite à signer la pétition, on récolte cette interaction et 16 partages. Le fait que les organisations publient 2 fois le même lien, mais avec une approche différente, bien, ça nous indique qu'ils analysent les réactions de l'audience. Cette optimisation des contenus-là peut être perçue comme une forme d'adaptation des comportements et des pratiques à la logique des algorithmes des plateformes. Dernier exemple que je veux vous montrer, c'est sur les normes des plateformes et la régulation que ça amène. L'exemple ici, c'est l'organisation 4, pour laquelle là, les règles des plateformes sont venues confronter les valeurs militantes du groupe. Quand ils ont voulu se créer une page Facebook, si vous avez déjà été administrateur de page Facebook, ben, on doit donner des rôles aux gens qui gèrent la page, donc avec des degrés de responsabilité variables, qui permettent de publier, éditer du contenu ou de gérer les paramètres. Le fait d'instaurer une hiérarchie en donnant des rôles d'administrateur à certaines personnes, ça a été vécu comme une épreuve à l'interne pour l'organisation 4, parce qu'il se crée une dynamique de pouvoir entre les membres de l'organisation, parce que Facebook, par ses règles d'utilisation, impose aux membres de la page une régulation que la sociologie des usages appelle la médiation de la technique, parce que réalistement, il y a une minorité de personnes qui est engagée dans la production du contenu. La plupart des usagers, on est des récepteurs de ces contenus-là. Donc, malgré la volonté du groupe de conserver une structure qui était horizontale, ben, les paramètres de la page créent une structure hiérarchisée où là, il y a un groupe restreint, le concepteur, diffuseur, qui occupe une position plus stratégique par rapport au reste du groupe. Ça met bien en avant cet exemple-là, comment la technologie est traversée par des normes et des valeurs organisationnelles qui se conjuguent des fois difficilement avec les visées militantes. En conclusion, Myrdouille, ma mise en page. On arrive à une agentivité qui est coproduite par le contexte socio-technique et les pratiques. Donc, on voit que le contexte pandémique a offert de nouvelles modalités d'interaction et de visibilité dans lesquelles les usages se sont formés, que les routines, les rituels d'usage offrent une prise pour appréhender plus clairement les modalités de négociation des affordances des plateformes, que sont l'appropriation et l'optimisation, par exemple. Puis ça donne à voir la capacité des participants à réfléchir à leur propre usage, aux significations qui s'y rattachent, aussi que le design technique, les conditions d'utilisation des médias sociaux incitent les organisations à standardiser leur manière de faire, puis leur contenu pour obtenir plus de visibilité, plus d'engagement en fonction de ce qui est valorisé par les plateformes. Donc, cet axe-là, ce premier axe d'analyse-là, il met la table pour montrer que les plateformes, ce n'est pas des outils neutres, qui sont traversés par des dynamiques économiques, sociales, politiques qui influencent les conditions de reconnaissance des voix, mais aussi la capacité des acteurs à les utiliser comme outils d'expression. Mais les organisations ne sont pas non plus passives face à ça, on trouve des manières de s'approprier, de contourner ou de se conformer. Aujourd'hui, j'ai présenté quelques sous-sections de mon chapitre, mais j'abordais aussi la surveillance et la haine en ligne, les pratiques multiplateformes et la fracture numérique, par exemple. Ça me fera plaisir d'en discuter autrement si vous avez des questions.